Bon ben bonjour mes chers élèves. En ce temps de pandémie mondiale, je tenais à vous dire premièrement bonjour, donner des petites nouvelles de moi en ce sens où tout va bien, y compris l'ensemble des membres de ma famille. On est à la maison et on essaie d'en profiter le plus possible. Je tenais aussi à produire cette vidéo-là parce que normalement, comme on est un peu dans l'incertitude et on ne sait pas si on va se revoir d'ici la fin de l'année, normalement début mai, si tout va bien. Mais si jamais ce n'est pas le cas, je voulais avoir l'opportunité de vous dire à quel point j'ai apprécié en fait travailler avec vous. J'ai apprécié être votre enseignant, indépendamment des difficultés, indépendamment des problématiques qu'on peut avoir vécues en classe, parce que quand on travaille avec des humains, il faut accepter en fait l'imperfection, y compris de moi-même. J'y échappe pas non plus. Donc je voulais vous dire à quel point, pour ma part, ça avait été une belle année. Euh, dans laquelle j'ai eu énormément de plaisir. J'espère que ce plaisir-là a paru, transparaissait dans mes cours, dans la façon de vous enseigner, dans mes interactions avec vous. J'espère que ça l'a paru. J'espère aussi, par le fait même, que vous avez eu l'opportunité d'apprendre avec moi à mes côtés, d'apprendre à réfléchir surtout, parce que c'est un de mes objectifs auxquels je tiens énormément, la capacité réflexive, c'est-à-dire la capacité à réfléchir, à se poser des questions. Je crois l'avoir fait cette année avec vous. J'espère que s'il y a quelque chose qui reste au-delà de simples faits historiques, etc., j'espère que vous aurez appris à poser les questions, à analyser les choses qui vous sont présentées, à réfléchir par vous-même. C'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel là, en éducation, particulièrement en univers social. Je crois qu'au-delà de, comme j'explique souvent, au-delà des dates et des faits historiques, je crois que l'univers social, les sciences humaines ont un rôle indispensable à jouer quand vient le temps de montrer aux gens comment réfléchir, pourquoi réfléchir, puis de savoir à quoi ça sert aussi ces connaissances-là, puis être capable de faire des liens avec le réel. J'espère que j'ai été capable de démontrer ça, de vous démontrer ça. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à toutes et à tous. Vraiment, ça a été une belle année. Par contre, ce que j'ai décidé de faire pour ne pas non plus perdre totalement le lien, c'est que à tous les vendredis, je vais publier une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais partager le lien via le courriel de l'école, donc via Mosaïque. Euh, et je vais prendre 3 nouvelles dans la semaine que je vais décortiquer avec vous. Donc, quelque chose que je crois que vous appréciez, que vous avez apprécié beaucoup durant l'année. Donc, je vais donc discuter de 3 nouvelles et ça commence maintenant. Donc, la première nouvelle que je tenais avec laquelle je tenais à débuter, c'est celle-ci, c'est le plan de relance de l'économie américaine qui soulève encore beaucoup de questions sur, comment les sommes vont être dépensées, parce qu'on parle quand même de 2000 milliards de dollars. C'est beaucoup de zéros. 2000 milliards de dollars pour relancer l'économie. Donc, c'est la nouvelle qu'on voit juste ici, donc qui a été reprise bien sûr par divers médias. Moi, j'étais allé chercher la nouvelle sur Radio-Canada, mais Le Devoir, La Presse, Le Soleil, tout ça en ont bien sûr parlé. Un plan de relance de 2000 milliards qui a été approuvé par la Chambre haute, donc le Sénat américain, qui est présentement contrôlé par les républicains, c'est-à-dire la même gang que Donald Trump. Donc les républicains ont approuvé le plan avec la minorité démocrate. Dit en passant, tout le monde qui était présent lors de la journée du vote ont voté en faveur de
de ce plan de relance-là. Donc, il reste maintenant à la Chambre des représentants, c'est-à-dire la Chambre basse, l'équivalent de nos députés, si vous préférez, de notre côté, à nous, là, donc à voter le plan de relance qui devrait être fait dans les prochains jours. On parle de peut-être demain, en fait aujourd'hui, vendredi. Donc, on va traiter de cette question-là. Essentiellement, un peu comme Bernie Sanders le demandait, on tient à ce que les sommes, la part du lion soit donnée aux familles américaines. Et non pas seulement aux entrepreneurs ou à des entreprises millionnaires ou milliardaires. Parce que c'est pas comme ça que l'économie fonctionne. J'en ai déjà parlé, mais si on regarde le diagramme qui est juste ici, ça explique essentiellement comment ça fonctionne notre économie, essentiellement basée sur la consommation. OK? Donc, si on regarde le diagramme là, rapidement, c'est pas compliqué, baisse la consommation, c'est-à-dire les gens achètent moins de choses, de services ou de produits, bien, ça amène une baisse de la consommation. Donc, une baisse de la consommation, ça amène une baisse de la demande. La baisse de la demande, c'est-à-dire les gens qui veulent acheter des choses, bien, à ce moment-là, ça amène une baisse de la production dans les usines, dans les magasins, donc qui n'ont plus besoin tant de leurs employés. Et éventuellement, ça vient toucher malheureusement le secteur de l'emploi. Donc, il y a des pertes d'emploi qui vont être engendrés par cette espèce de spirale-là, donc qui mène justement à des crises économiques. La plupart des crises économiques contemporaines rentrent en fait dans ce modèle-là, dans ce schéma-là. Des fois, on peut rajouter aussi des questions aussi en lien avec la bourse, là, mais on n'ira pas là aujourd'hui. Donc, le plan, en fait, essentiellement, vise, si on regarde ici, donc, à mettre à terre, si on préfère, la baisse de cette consommation-là. Donc, on veut relancer la consommation, OK? On veut donc la faire repartir vers le haut afin justement de stimuler la demande, de stimuler la production et éventuellement amener les entreprises à réembaucher leurs employés afin de donc fournir justement cette demande-là et relancer cette consommation-là. Ce qui est une très bonne chose. La façon dont c'est fait, un peu comme Bernie Sanders qui est sénateur dans le Vermont, donc tout près d'ici, au sud de notre frontière. Donc, demandait à ce que les sommes soient données principalement aux familles. On parle de plus ou moins, pour l'instant, là, ça reste à fignoler, mais on parle pour l'instant d'environ 1200 $ par adulte, 500 $ par enfant. On parle d'un montant mensuel, donc par mois. Pour des familles qui gagnent moins de 150 000 $. Après ça, ça va bien sûr diminuer si tout ça, si bien sûr les familles font plus. Il y a aussi de l'argent qui va aller bien sûr aux entreprises. À peu près le quart va aller aux entreprises. Donc 500 milliards, c'est encore beaucoup de zéros qui vont être là pour soutenir les entreprises. Directement 30 milliards directement au secteur aérien qui est durement touché. Vous devez vous en douter, avec toutes les frontières qui sont fermées, avec les vols qui sont annulés, avec les gens qui cessent de voyager, bien sûr. Les compagnies aériennes, je vous dirais l'hôtellerie, l'hôtellerie et tout ce qui touche le divertissement, le voyage est durement affecté présentement à cause de la quarantaine, de l'isolement. Il y a aussi un 100 milliards quand même qui va aller directement pour subventionner la lutte dans les hôpitaux, donc que ce soit pour l'achat de matériel, l'embauche de nouveaux employés, etc., etc. Donc quand même des sommes importantes. Et ça nous mène à la deuxième partie de notre nouvelle, c'est celle-ci, c'est celle où on parle de Donald Trump, comme je viens de mentionner, qui pourrait tirer bénéfice de ces sommes-là. Pour la simple et bonne raison que son entreprise, qui est la Trump Industries, organisation, est principalement dédiée, bien sûr, au divertissement et à l'hôtellerie, le golf, etc. Donc, on est dans cette mouvance-là. Qui est un peu partout dans le monde, là. Beaucoup aux États-Unis, mais il y a des hôtels un peu partout, là, entre autres en Europe, puis je crois aussi au Moyen-Orient, là, dans certains investissements. Donc, la société qui est présentement dirigée par ses deux fils,
donc doit, par ses deux fils, dirigé par ses deux fils à New York, pardon. Parce que moi, je suis dérangé par les coquelicots qui se promènent dans la maison. Donc c'est ça. Et ironiquement, le président américain, normalement, doit se départir, mettre, si on peut dire, un peu sur le hold de son entreprise, a décidé de conserver l'ensemble, soit dit en passant, de ses avoirs. Là. Donc, il n'a pas vendu aucune action. Oui, mon chien. Oui, c'est un bon chien. Oui, c'est un bon chien. Donc, là, il a tout gardé ses actions, ce qui est un peu problématique là, dans la rigueur où ces entreprises pourraient bénéficier de ça. Heureusement, le Sénat américain, qui est surtout dirigé par Chuck Schumer, qui est un démocrate. OK, donc, un démocrate. Je fais de quoi? Donc, un démocrate qui est opposé, si on peut dire, d'un point de vue politique à Donald Trump, a bien ficelé son affaire et le président, techniquement, ne pourrait pas, en tout cas, ces entreprises ne pourraient pas bénéficier des sommes, justement, parce qu'on appelle ça un conflit d'intérêts. C'est comme si tu prenais l'argent de tout le monde puis tu t'en le mettais dans les poches. On voit ça dans les dictatures. Idéalement, dans une démocratie, on essaye d'éviter ça, ce genre de choses-là. Là, le texte semble vouloir démontrer qu'on peut la Trump Organization ne pourra pas en bénéficier, heureusement. Mais reste à voir comment tout ça va s'articuler. Il faut comprendre que présentement, le taux d'occupation dans les hôtels à Donald Trump, selon les membres du syndicat des employés, est autour de 3%. Là. C'est comme si, imaginez, il y a 100 chambres de disponibles à l'hôtel, il y a juste 3 chambres qui sont utilisées. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est très faible. On comprend quand même que c'est difficile, y compris pour les affaires du président actuel des États-Unis. Et on peut douter, en fait, puis on a raison de se poser la question par rapport à ces conflits d'intérêts-là, parce que c'est pas la première fois où Donald Trump joue sur deux tableaux, à la fois son rôle de président, qui est un rôle extrêmement encadré par la loi. On ne peut pas faire n'importe quoi. L'affaire ukrainienne nous l'a bien démontré avec Joe Biden. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi, même si au final, il n'a pas été, disons, congédié, il n'y a pas eu d'impeachment qui s'est rendu jusqu'au bout. Quand même, on peut pas faire ce qu'on veut. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que dans le passé, il est arrivé qu'il y a des entrepreneurs, même des rois d'autres pays, des diplomates, donc des gens qui travaillent pour d'autres pays, ont utilisé les hôtels de Donald Trump dans un cadre politique. Donc, on voit que Donald Trump joue à la fois son rôle de président, mais en même temps, on dirait qu'il a de la difficulté à lâcher le morceau par rapport à son entreprise, qui peut devenir problématique. Donc, on a raison de douter, si on peut dire, de tout ça. Donc, reste à voir comment le plan de relance va fonctionner, parce qu'encore une fois, si on revient à notre schéma, ce qu'on veut vraiment ici, chez les Américains, c'est vraiment donc relancer l'économie, OK? Relancer la consommation parce que notre économie, comme je l'ai déjà dit par le passé, notre économie est essentiellement basée sur la consommation des ménages. Donc, deuxième nouvelle aujourd'hui va être celle du prix de l'essence. Peut-être que certains d'entre vous l'ont constaté ou entendu vos parents, en fait, là, disons, en parler davantage. Donc, c'est celle-là où le prix de l'essence, là, même à Hamilton, ça c'est en Ontario, est à 55 cents. Si vous allez aujourd'hui chez Costco, le prix du litre d'essence aussi est très, très bas, en bas de 80 sous. Pour vous donner une idée, moi, la première fois, quand j'ai eu ma propre voiture, là, l'essence était plus cher que ça. Puis on parle du début des années 2000, vous n'étiez même pas né. Donc, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu cet effet-là. Par contre, c'est sûr que pour le consommateur, c'est une très bonne chose. Bon, en temps de pandémie, comme on se déplace moins, je ne sais pas à quel point où il y a un gain vraiment, à moins que vous ayez une très, très grosse citerne à la maison, que vous la remplissiez d'essence. Ça a très peu d'impact normalement puisqu'on se déplace beaucoup moins, mais tout de même. Donc, beaucoup moins cher de remplir sa voiture.
Mais si cela fait le bonheur des consommateurs, cela ne fait pas le bonheur, bien sûr, des Albertains. Euh, Puisque il y a un très très grave problème présentement qui a lieu en Alberta où on a une très forte concentration de sable bitumineux et où en fait l'industrie principale de la province, de cette province de l'Ouest canadien, est principalement rattachée à l'exploitation des sables bitumineux, donc du pétrole bitumineux, à un point tel que le gouvernement fédéral de Justin Trudeau prépare présentement un plan si on peut dire, de sauvetage des principales pétrolières, pardon, de l'Alberta, Suncor pour ne pas les nommer. Il y en a quelques-unes qui sont nommées juste ici, là, on peut les regarder. Donc, la raison principale de ça, c'est que le pétrole albertain coûte extrêmement cher là, à produire. C'est une des c'est la façon la plus coûteuse de produire du pétrole et aussi c'est la plus coûteuse d'un point de vue économique, mais aussi au niveau environnemental, puisqu'il faut utiliser plusieurs barils de gaz naturel pour pouvoir fabriquer un seul baril de pétrole, sans compter la quantité d'eau énorme que cela prend, plus les polluants qui sont rejetés là, parce qu'on utilise cette eau-là pour nettoyer, si on peut dire, le sable. Et bien sûr, on ne rejette pas l'eau. Ça fait des bassins de rétention extrêmement toxiques. On a déjà vu, on en a déjà parlé là, précédemment cette année. Je vous ai même montré des images de ça. Une des raisons qui explique ça, c'est justement le prix du baril de pétrole qui chute de façon vertigineuse depuis plusieurs semaines. Il y a deux facteurs principaux qui ont mené vers ça. Pour mes élèves, je crois, de 1 et 2, on avait abordé la question. La première raison, elle est simple, c'est la pandémie de coronavirus. Pourquoi? Parce qu'il y a une question d'offre et de demande. Okay? Rappelez-vous que pour l'offre et la demande, là, vous allez rire parce que, bien sûr, je vais utiliser ça. Dans un beau graphique, OK? Si on a notre offre ici et la demande qui est là, OK, tout ça a un impact. OK, donc on a toujours ces deux grandes lignes-là. Et plus la demande est basse, OK, où on est ici à peu près, là, plus la demande est basse, donc l'offre aussi va être beaucoup plus basse. Et bien sûr, ça a un impact inévitablement sur, vous allez vous en douter, le cash, le prix du baril de pétrole qui, lui, chute de façon assez importante. Okay? Donc, comme il y a de moins, comme j'expliquais tantôt, oui, le prix à la pompe est beaucoup plus bas, mais en même temps, on ne se déplace pas tant que ça pour pouvoir en profiter. Donc, mais c'est vrai pas juste au Québec, c'est pas juste vrai au Canada, c'est vrai partout présentement. Les gens sont confinés à la maison dans beaucoup de pays riches. Par conséquent, ça a des impacts énormes sur la demande en pétrole et par conséquent, ultimement, ça a un impact important sur le prix du baril de pétrole. Normalement, pour être rentable, les compagnies albertaines doivent avoir un prix au baril de pétrole qui va osciller autour de, de 35 dollars du baril de pétrole. Et là, regardez ici, le baril de pétrole est en bas de 32 dollars. Donc, présentement, c'est comme si les compagnies pétrolières de l'Alberta étaient déficitaires à chaque fois qu'ils produisaient un baril de pétrole. Donc, vous comprenez que c'est extrêmement problématique pour ces entreprises-là, pour les employés aussi. Moi, j'ai pas nécessairement de peine pour l'entreprise, qui sont des entreprises milliardaires. J'ai pas de peine pour eux. J'ai surtout de la peine pour les employés qui doivent vivre un stress immense par rapport à tout ça. Okay? Parce qu'encore une fois, ce qui risque d'arriver, c'est bien sûr, comme on a vu dans la nouvelle précédente, c'est que si ça ne se redresse pas rapidement, ben on va assister à des pertes d'emplois de façon importante. Puis comme l'économie albertaine est principalement axée sur l'exploitation des sables bitumineux, c'est l'économie d'une province complète qui risque d'être affectée. Puis au-delà de ça, il faut comprendre que l'Alberta est, depuis quelques années, à cause du pétrole, est la locomotive de tête de l'économie canadienne. Donc, par conséquent, on peut s'attendre à ce que si l'économie albertaine plante, en bon québécois, ben c'est l'économie canadienne aussi qui va en subir des contre-coups.
Comme il y a deux faces à une médaille, puis ça va faire suite aussi à ma troisième nouvelle, c'est au niveau environnemental. J'en ai déjà parlé, mais c'est la NASA, il y a à peu près 2 ans, qui publiait un article qui disait tout simplement que si on voulait avoir une chance, donner une chance à l'humanité de passer à travers par rapport au changement climatique, il fallait absolument que l'Alberta laisse ses sables bitumineux dans son sous-sol, puisque comme j'ai mentionné précédemment dans la vidéo, c'est la pire manière de produire du pétrole extrêmement polluant, extrêmement énergivore. Donc oui, des impacts humains et économiques très importants. Il ne faut pas les négliger. Surtout le côté humain, je dirais. Par contre, ça a un côté très positif au niveau environnemental et c'est vers cet impact indirect là, de la crise qu'on va se diriger sous peu. Simplement aussi mentionné, j'avais oublié qu'il y avait une deuxième cause, là, mais la deuxième cause, c'est en fait le vilain membre de l'OPEP, qui est l'organisation productrice une organisation productrice de pétrole, qui est l'Arabie Saoudite, qui est comme l'espèce de leader, si on peut dire, de ce groupe-là, qui est le joueur le plus important, qui, de son côté, lui, l'Arabie Saoudite augmente sa production de pétrole, OK? Ce qui a un impact, là, si on revient à notre diagramme, qui a un impact aussi sur sur le prix. Parce que comme lui, il produit davantage de pétrole, puis qu'il y a une baisse de la demande, ben ça vient accélérer la chute des prix. Comme lui, ça lui coûte à peu près entre 8 à 10 $ le baril de pétrole. À 30 $, lui, il est en masse rentable. Ce qu'il cherche à faire, c'est surtout nuire à la Russie, avec laquelle l'Arabie Saoudite était supposée s'entendre sur une entente commerciale là, sur la production puis la fixation des prix du pétrole et du gaz. Comme l'entente a avorté, l'Arabie Saoudite est un peu fâchée et on peut dire se venge jusqu'à un certain point, en tout cas donne des représailles à la Russie. Mais bien sûr, comme nous, on est un État pétrolier, en tout cas tout le moins un État dans lequel l'économie est entre autres axée sur la production de pétrole, a un impact directement ici au Canada. Et ça a un impact jusque chez nous, dans le sens dans nos cours, avec nos chars pleins de gaz qui coûtent pas cher. Et finalement, dernière nouvelle, c'est l'impact indirect de la crise pandémique qu'on est en train de vivre sur les niveaux de pollution un peu partout sur la planète. Ça paraît absolument fou de se rendre compte à quel point, en l'espace de seulement quelques jours, voire quelques semaines, la nature est capable de reprendre le dessus à des endroits où on ne pensait pas que c'était possible. Je suis parti en fait de deux nouvelles principalement, donc qui datent de quelques jours seulement. Pour étayer mon propos. La première, c'est celle en Italie, bien sûr, le pays européen qui est présentement le plus touché par la crise du coronavirus. Venise, on avait vu, ville importante, touristique importante en Italie, qui a bien sûr subi les contre-coups de l'isolement, décrété par le gouvernement italien par rapport à la crise pandémique. Donc, on voit que les gens restent à la maison. Si vous regardez même sur YouTube, il y a des super beaux vidéos où on voit là, des quartiers là, faire des parties de balcon, si on peut dire ça. C'est vraiment très beau, si vous avez la chance de regarder ça. Ça donne le goût de croire en l'être humain à nouveau, qu'on est capable de faire des belles choses. Mais tout ça pour dire que depuis très longtemps, en fait, dans les canaux de la ville de Venise, qui est une ville qui est pratiquement bâtie sur l'eau, on voit depuis quelques jours, on voit le fond du canot, c'est-à-dire dans le sens, les canaux, pas genre l'embarcation, mais canaux dans le sens de petites rivières à l'intérieur de la ville. On voit le fond, l'eau est claire, et non seulement l'eau est devenue claire, c'est-à-dire qu'elle s'est délestée en fait de sa pollution, mais en plus de ça, on voit les poissons revenir, des choses qu'on ne voyait plus depuis très longtemps à cause que le niveau de pollution était tellement élevé qu'en fait, ils ne voulaient rien savoir d'aller là, puis avec raison. Pourquoi aller nager dans de l'eau complètement pourrie?
ça a un impact très rapide. La nature a une capacité assez folle à s'autoréguler, donc à revenir en arrière, puis même à un niveau acceptable, là, propre, si on peut dire, là, pour l'environnement. La deuxième nouvelle, moi je la trouve encore plus intéressante, puis peut-être encore plus révélatrice, c'est la Chine qui, avec les États-Unis, est en train de devenir disons, les deux épicentres, c'est-à-dire les deux points principaux, OK, de la pollution en tout genre, là, qu'elle soit atmosphérique ou des sols, etc. Ce qu'on constate en l'espace de seulement, en l'espace de même pas 2 mois, si on regarde le graphique, c'est la densité de la pollution qui a dramatiquement chuté. Pour certains d'entre vous, on avait même regardé là, des images, voir quelques extraits vidéo portant sur des smogs en Chine. Là, on a l'impression que c'est un brouillard tellement que c'est épais, mais non, c'est un smog. Certains d'entre eux ont même duré plusieurs jours, même plus d'une semaine. Donc c'est vraiment complètement fou. Et on voit qu'en l'espace de quelques jours, encore une fois, quelques semaines à peine, la nature a repris le dessus tranquillement, pas vite. Tu sais, quand on dit, comme j'ai dit à plusieurs reprises durant l'année, que ça prend des règlements, des lois sévères de nos gouvernements pour modifier nos habitudes de vie, notre manière de consommer, notre manière, bien sûr, aussi d'avoir un impact sur la nature, sur l'environnement. Là, le coronavirus démontre que, on est capable rapidement d'avoir des impacts sur l'environnement. Mais au-delà de ça, c'est encore une fois, tout part de nos gouvernements. Là, on s'entend, la situation n'est aucunement en lien avec une crise climatique. Okay? C'est une crise sanitaire, socio-sanitaire, mais n'empêche qu'elle vient répondre, elle vient corriger des situations qui étaient extrêmement problématiques au niveau environnemental, malgré elle. L'autre question qu'il va falloir se poser éventuellement, c'est bien sûr celle-ci. C'est est-ce que la crise COVID-19 va avoir des impacts durables sur les GES, c'est-à-dire les gaz à effet de serre, c'est-à-dire tout ce qui est brûlé, tout ce qui est du carbone puis qui brûle, OK, essentiellement. Donc, c'est une question importante, puis c'est une question aussi qu'il va falloir maintenir à l'ordre du jour, maintenir dans la tête de nos dirigeants. Parce qu'un jour, la crise du COVID va cesser. Hein, c'est comme tout virus, il finit par s'en aller pour plein de raisons. Le nombre d'autres infectés qui diminue, la virulence qui diminue, la présence des vaccins, etc. Le développement des vaccins, plutôt. Va falloir donc, comme on avait parlé en début d'année, quand est venue la marche pour le climat avec Greta Thunberg, j'avais souvent mentionné qu'il fallait rappeler à nos dirigeants que l'environnement, c'est une priorité pour maintenant, principalement pour maintenant, dans le sens de mettre en place des politiques, des règlements, des lois, pour qu'on ait un futur qui soit potable. Puis ce qu'on voit, en fait, en l'espace de seulement, même pas peut-être 2 mois à peine, où le virus a fait son apparition, c'est que les politiques gouvernementales qui ralentissent l'économie, j'en suis très conscient, ça fait partie des nouvelles qu'on a vues aujourd'hui, qui ralentissent l'économie, ont un impact extrêmement positif sur l'environnement. Donc, il y a moyen d'arriver à des résultats rapides, à des résultats qui sont tangibles, c'est-à-dire qu'on est capable de calculer, de voir, de constater rapidement. Donc, il va falloir se poser des questions à la suite de cette crise-là pour ne pas non plus retourner nécessairement à cet ancien modèle-là qui nous a amené à une crise climatique. Faut pas... oui, là, présentement, l'urgence est sur la crise socio-sanitaire du COVID-19, mais il y a une crise climatique qui est toujours présente et que si on ne corrige pas les problématiques les causes, en fait, hein, les fameuses causes-conséquences qu'on a vues depuis le début de l'année, on ne corrige pas les causes de cette problématique-là, on va se retrouver avec les mêmes conséquences négatives, c'est-à-dire la pollution de l'air, de l'eau, des sols,
l'intoxication par les humains, la faune, la flore, etc. Donc, il va falloir maintenir ça à l'agenda de nos dirigeants pour en faire une question à court, moyen et long terme. Donc, ça termine ma première séquence vidéo pour mes élèves. Je souhaite une très belle semaine. Nous, on se rejase la semaine prochaine. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire à mon adresse courriel qui est lacaseg à commercial csrs.qc.ca. OK? C'est de quoi vous pouvez m'écrire à cette adresse-là. Si vous avez des questions, il y a une actualité que vous aimeriez particulièrement que je fasse, que je discute. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème non plus. Je pensais peut-être faire éventuellement un Facebook Live. Fait que surveillez ça. Je vais l'annoncer bien sûr là, à l'avance et pour que vous puissiez assister, si vous le désirez bien sûr, à cette présentation. Sinon, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous autres, prenez soin des gens autour de vous, puis faites comme moi, puis appelez les vieux, c'est-à-dire ma mère, puis mon beau-père, puis prenez soin d'eux autres. OK? Salut!